Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis Pierre Mustière, je suis le président de l'UFE Japon. C'est un plaisir de vous avoir toutes et tous ce soir, même si on ne voit pas vos visages. On a à peu près 200 inscrits pour la session ce soir. Et donc, c'est un assez gros chiffre, même si on a lancé l'invitation seulement la semaine dernière. Donc l'UFE Japon est une association de bénévoles ici à Tokyo. On essaie d'intéresser la communauté, on essaie de servir la communauté française au Japon et d'organiser des conférences sur des sujets pratiques, sur des sujets culturels. Et puis, quelqu'un qui était intervenu dans le cadre de ces conférences, Franck Michelin, nous a informé qu'il aimerait faire une conférence sur un sujet un petit peu particulier, un petit peu d'actualité autour de l'Ukraine, avec un titre un petit peu provocateur, l'Ukraine existe-t-elle? Et donc, même si c'était un petit peu dans l'urgence, on s'est dit que ça pouvait intéresser du monde. Donc, Franck Michelin est professeur à l'université de Teikyo à Tokyo depuis 2017. Il est chercheur associé à Paris-Sorbonne, au centre Roland-Mounier. Il est aussi chercheur associé à la maison franco-japonaise. Et donc, ce soir, Franck nous fait une conférence sur ce sujet, l'Ukraine existe-t-elle? La conférence sera enregistrée et sera disponible sur notre chaîne YouTube à laquelle je vous invite. Si vous pouviez, n'hésitez pas à vous joindre à cette chaîne. Je vais laisser Franck nous parler donc à peu près pendant 1 heure. Il y aura une session de questions-réponses ensuite. N'hésitez pas à intervenir. Voilà, Franck, c'est à toi et bonne conférence. Merci à tous. Bien, merci cher Pierre. Pour ceux qui étaient déjà là l'année dernière, c'est la deuxième fois que j'interviens pour l'UFE. Et aujourd'hui, c'est un sujet un petit peu éloigné de mes recherches pour ce qui est de la région, mais qui reste un sujet évidemment historique. Aujourd'hui, c'est l'Ukraine existe-t-elle, puisque c'est un des sujets dont on a beaucoup entendu parler ces dernières semaines. Essayer un petit peu de voir en quoi l'histoire peut un petit peu aider à comprendre l'actualité, hein, puisque souvent dans les actualités, on n'a pas beaucoup cet arrière-plan historique. Alors, je tiens d'abord évidemment à remercier Pierre Mustière et tous les membres de l'UFE Japon, l'Académie des sciences d'outre-mer, les Amis de la langue française et toutes les personnes qui se sont inscrites et qui ont fait connaître cette conférence. Alors, pourquoi aujourd'hui cette conférence? Bah, Quand on voit la situation aujourd'hui en Ukraine avec cette invasion russe qui a commencé il y a maintenant à peu près 3 semaines, un certain nombre d'arguments utilisés depuis plusieurs années par le Kremlin et souvent repris par des personnalités connues ou moins connues, viennent un peu semer le trouble. Premièrement, c'est que l'Ukraine n'existerait pas en tant que nation distincte de la Russie. Hein, ça ne serait pas une nation, ça serait forcément un pays assez artificiel et donc il y aurait un petit peu un complot derrière cela. Et deuxièmement, c'est que les Ukrainiens et surtout leurs dirigeants seraient des nazis. Alors ce terme de nazi peut paraître un peu surprenant en Europe, mais en Russie, ça résonne très très bien puisque c'est lié à des faits historiques. Alors évidemment, tout ce qui est avancé par Vladimir Poutine a une base historique. C'est quelqu'un qui s'informe très très bien. C'est d'ailleurs une de ses forces. Mais l'histoire est un peu tordue, évidemment, dans le sens qu'il veut mettre en avant. Donc essayons d'en venir aux faits. Alors, objet ou sujet, il y a, je crois que c'était la semaine dernière, il y a eu une série je vous donnerai ensuite les références, hein, une série d'émissions très intéressantes sur l'histoire de l'Ukraine sur France Culture.
Et une intervenante avait mis en avant le problème de objet ou sujet. Puisque l'Ukraine, on parle généralement de l'Ukraine souvent comme d'un objet, c'est-à-dire que la Russie en parle, les grandes puissances en parlent, et c'est le cas depuis plusieurs siècles en fait, comme si l'Ukraine n'était pas un sujet en tant que tel. Donc aujourd'hui, je vais essayer un petit peu de montrer les choses d'un point de vue plus ou moins ukrainien pour essayer de montrer un petit peu de l'intérieur de quelle façon ce pays, quelle a été l'histoire de ce pays. Il ne s'agit pas seulement d'une région qui a été un enjeu géopolitique entre des grandes puissances depuis au moins le XVIe siècle. Alors, le discours poutinien sur l'histoire, ça c'est la première chose pour laquelle j'aimerais dire quelques mots. Évidemment, Poutine est un ex du KGB, c'est quelque chose de très connu, mais pour ceux qui s'intéressent un peu à la Russie, à l'histoire de l'URSS, le fait que ce soit un ex du KGB, évidemment, n'est pas innocent. Poutine a évidemment émis à plusieurs reprises, a fait des déclarations selon lesquelles l'URSS, la disparition de l'URSS aurait été un drame, le plus grand drame du XXe siècle. Ce que Poutine regrette, ce n'est pas la disparition d'un État socialiste. Est-ce que l'URSS était un État socialiste? Enfin, en tout cas, en partie, oui, mais c'est plutôt sa disparition en tant qu'empire. Poutine glorifie les tsars à travers l'histoire comme unificateurs de la Russie et à l'origine de l'expansion de l'Empire russe. Et le plus terrible d'entre eux, qui n'est pas Ivan le Terrible, mais qui est bien Staline. À l'interdiction de l'association mémoriale il y a quelques semaines, qui avait été fondée par Andrei Sakharov et qui continue plus ou moins d'être active, même si elle a été interdite récemment, qui enquêtait notamment sur les crimes du stalinisme et la conséquence évidemment de la glorification de Staline. Staline est, dans à peu près toutes les enquêtes d'opinion en Russie, considéré comme le personnage historique le plus important de l'histoire russe, de la même façon que De Gaulle l'est pour la France. Alors, il y a évidemment un projet impérial derrière ce que fait Poutine, sans qu'il y ait vraiment de doute. Alors, le rétablissement des zones d'influence russes ou soviétiques. Il y a aussi une forme d'Anschluss à la russe, un peu de la même façon que Hitler avait essayé de le mettre en avant. Il y a cette idée que toutes les personnes considérées comme russes ethniquement, c'est-à-dire les personnes russophones en fait, devraient appartenir à un seul État. Et cela vise en particulier l'Ukraine et la Biélorussie. Ukraine, on l'appelait autrefois et encore aujourd'hui parfois la petite Russie, et la Biélorussie, c'est la Russie blanche. Plus un certain nombre d'États ou un certain nombre de pays ou de régions, pas forcément dans leur totalité, mais qui comprennent de très grandes minorités russes qui peuvent être majoritaires dans certaines parties de leur territoire. C'est le cas évidemment des États baltes, surtout l'Estonie et la Lettonie, et le Kazakhstan en Asie centrale. Alors, est-ce qu'il y a un projet de reconstitution de l'URSS sous une autre forme? Ça, évidemment, on ne pourra le voir que lorsque peut-être un jour nous aurons accès aux documents historiques, mais la politique de Poutine ne laisse pas beaucoup de doutes à cet égard. Alors, l'annexion ukrainienne n'existe pas. Ça, c'est la première chose et je pense que c'est le sujet le plus important aujourd'hui. Puisqu'elle n'existe pas, elle doit donc être rattachée au giron russe. Les Ukrainiens sont en fait comme des petits frères qui seraient ingrats et qu'il faudrait ramener vers la famille. C'est la raison principale des déconvenues russes, puisque Poutine et les Russes sont soumis à une propagande qui leur fait croire que les Ukrainiens les accueilleraient, notamment les Ukrainiens russophones, qui sont considérés comme des Russes, alors qu'ils les auraient accueillis à bras ouverts et que les autres Ukrainiens, c'est-à-dire les Ukrainiens qui parlent ukrainien, plutôt dans l'ouest du pays, n'avaient pas vraiment d'esprit patriotique et n'auraient pas résisté avec beaucoup d'énergie. Évidemment, la résistance est très forte, y compris dans les régions majoritairement russophones, ce qui laisse penser que la nation ukrainienne, d'une certaine façon,
existe probablement. Alors, en préambule, je vais vous montrer une carte que j'ai trouvée sur le site Gallica, le site de la Bibliothèque nationale de France, une carte de 1700. Vous voyez ici, c'est la région entre la Pologne et à l'est. Là, c'est un peu trop, j'ai fait un zoom un peu trop fort, on ne voit pas, mais la Russie est appelée Moscovie à l'époque, ou Russie, ça dépend des cartes. Là, c'est Russie. Vous voyez la petite Tartarie qui s'étend sur le sud de l'Ukraine et en Crimée, puisque la région c'était le Khanat de Crimée, peuplé par les Tatars, donc c'était un reste de l'ancien empire mongol, et la Pologne, la Russie, et au milieu, un peu à cheval sur les deux, le nom d'Ukraine, dès 1700. On sait que Voltaire a parlé de l'Ukraine, donc le nom du pays existait déjà bel et bien. Alors le fait que ce soit une nation ou pas, après évidemment c'est un autre sujet, mais l'idée qu'un pays qui s'appelle l'Ukraine existait est déjà dans les esprits en Europe depuis plusieurs siècles. Alors les Ukrainiens sont des nazis, ça c'est une autre question. C'est un argument qui est répété sans relâche. Les dirigeants ukrainiens, voire le peuple ukrainien en entier, seraient nazis ou dominés par des groupes nazis. Cela s'appuie sur la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, qui est évidemment très très importante en Russie, et sur le fait que certains Ukrainiens, et pas seulement des Ukrainiens d'ailleurs, ont collaboré avec les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment en fournissant à l'Allemagne des unités de supplétifs que les Allemands appelaient, leur donnaient le sobriquet de Hiwi, qui ont joué un rôle assez terrible au moment de la Shoah et de la répression des mouvements de résistance en Europe. Alors, ces collaborateurs n'étaient pas uniquement ukrainiens, et beaucoup d'entre eux, évidemment, n'étaient pas seulement motivés par de l'antisémitisme, même si l'antisémitisme a une très vieille histoire en Ukraine, mais aussi par une peur de l'URSS à la suite des massacres commis par Staline. Alors, il y a une contradiction un peu ici qui est totale, mais qui en même temps est tout à fait banale. Premièrement, la Russie n'existerait pas en tant que nation et État. Et deuxièmement, il y aurait un projet génocidaire à l'encontre des Russes à l'intérieur de l'Ukraine. Donc, vous voyez un petit peu, c'est quelque chose qui n'existe pas. L'Ukraine serait une espèce d'ectoplasme créé par un complot étranger, mais en même temps, il y aurait un projet génocidaire à l'encontre de la minorité russophone. Je dis minorité, ça peut se discuter parce que pratiquement tous les Ukrainiens parlent russe. Quand je parle des russophones, je parle des gens qui sont de langue maternelle russe et qui généralement ne parlent pas ukrainien ou ne parlent pas beaucoup ukrainien. Alors, via une nation, jeune État, oui, c'est quelque chose d'assez banal dans le monde et en Europe. Une nation peut avoir une très longue histoire et en même temps ne pas avoir d'État pendant très longtemps ou alors de manière intermittente. L'Ukraine a eu un État pendant une très petite période et il ne s'est jamais vraiment constitué au moment de la révolution de 1917. Ça s'est achevé au tout début des années 20 et n'est finalement devenue indépendante qu'en 1991, à la chute de l'URSS. Alors, ce fait se trouve dans énormément de pays en Europe. Beaucoup d'États ont eu une indépendance tardive, ou alors par intermittence, ou alors ont été des États indépendants qui ont perdu leur indépendance pour ensuite la retrouver. Tous les cas existent. Donc, vous avez la Pologne qui a perdu son indépendance pendant plus de 2 siècles, l'Italie, l'Allemagne qui n'étaient pas des États-nations unifiés jusqu'au 19e siècle, la Norvège jusqu'en 1905, les États baltes jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Les pays d'Asie centrale, c'était à la chute de l'URSS, la Biélorussie, idem, la Finlande, c'est comme les États baltes, la Slovénie, la Croatie, c'est avec la guerre en Yougoslavie, l'Irlande, c'était au début du XXe siècle, l'Algérie, évidemment, sans parler de toutes les nations qui n'ont jamais pu avoir d'État pour des raisons historiques, que ce soit les Kurdes, le Kurdistan, les peuples touaregs, les minorités birmanes, etc., etc. Donc évidemment, le fait qu'une nation n'est pas un État n'est pas une preuve suffisante pour dire que cette nation n'existe pas. Alors, l'Ukraine a d'une façon relativement, je ne sais pas si on peut dire surprenante, mais une histoire extrêmement longue. Une histoire qui est au moins aussi longue que l'histoire française, voire peut-être plus. C'est une histoire qui commence dans l'Antiquité,
L'Ukraine a été en contact avec les grandes civilisations de l'Antiquité. Elle a une histoire très longue, mais cette histoire a été occultée par l'absence d'un État indépendant entre le XIIIe et le XXe siècle. Alors, un peu de géographie, puisque l'histoire et la géographie ont des relations extrêmement importantes. Pour parler très simplement, l'Ukraine est organisée selon trois types de milieux naturels, trois types de régions. Il y a d'abord la côte de la mer Noire, qui, elle, est en contact avec les grandes civilisations du Moyen-Orient, d'Europe, du bassin méditerranéen, depuis une antiquité très ancienne. Et c'est de la Méditerranée et du Moyen-Orient que sont venues la plupart des grandes civilisations, et notamment l'écriture, le christianisme, les réseaux commerciaux, etc. Plus au nord, il y a la steppe. La steppe, je vais vous montrer ensuite une carte qui s'étend de la Mandchourie, du nord-est de la Chine, jusqu'à peu près la plaine de la Hongrie, et dont l'Ukraine fait partie. Aujourd'hui, la plus grosse partie de cette steppe est une terre à blé. Et puis, il y a évidemment les rives des fleuves, et notamment le Dniepr, d'où sont passés des courants commerciaux et d'où sont venus les Varegs. C'est le nom donné aux Vikings suédois qui ont fondé le premier État ukrainien. Donc, vous avez au moins trois routes, une par le sud, par la Méditerranée, une par l'est avec la steppe et les cavaliers, et une par le nord avec les fleuves. Alors, pour voir une carte, vous voyez ici, ce sont les limites de l'Ukraine actuelle. Vous voyez ce très, très grand fleuve qui est très, très large par endroits, qui est le Dniepr, le Danube qui forme sa frontière à l'ouest, évidemment la côte de la Méditerranée, dont une petite partie s'appelle la mer d'Azov, derrière la Crimée, et les fleuves qui partent vers le nord et qui rejoignent l'Europe du Nord. Alors, la steppe, qu'est-ce que c'est? Évidemment, la steppe, c'est quelque chose qui est très important dans l'histoire, même si c'est assez peu pris en compte du fait que la plupart des peuples nomades n'ont pas laissé beaucoup de traces écrites ou de bâtiments, possèdent une histoire qui est un petit peu différente de la nôtre. Celle-ci s'étend sur une région extrêmement importante. La steppe, c'est un peu comme la prairie aux États-Unis, si vous voulez. C'est une région qui est faite avant tout d'étendues herbeuses. Et elle a joué un rôle extrêmement important pour le peuple nomade qui venait de l'Asie centrale et qui se dirigeait en direction de l'Europe. Alors la steppe, c'est à peu près ça, même si aujourd'hui, évidemment, avec les changements climatiques et l'urbanisation, il ne s'agit plus d'une étendue avec une très faible densité, comme ça a été le cas pendant très longtemps. Donc l'Ukraine, vous voyez sur cette carte, à l'ouest, est un peu l'extrémité de cette steppe qui s'étend, et où sont nés de grands empires et des peuples qui ont très souvent exercé une pression sur les civilisations urbaines, qu'elles soient en Chine, en Inde, au Proche et au Moyen-Orient et en Europe. L'Ukraine, c'est d'abord le pays du cheval. Pourquoi? Évidemment, il y a la steppe, comme je vous ai dit. Le fait aussi qu'on a cru pendant très longtemps que le cheval avait été domestiqué originellement en Ukraine. En fait, il semblerait que ça a été le cas à l'origine plutôt au Kazakhstan, mais c'est une région qui est reliée à l'Ukraine, donc peut-être que de nouvelles découvertes archéologiques feront découvrir que finalement c'était en Ukraine ou peut-être encore ailleurs. Mais en tout cas, l'importance du cheval est tout à fait centrale ici. Et on peut dire que le cheval, sa domestication, son usage s'est répandu au Moyen-Orient et en Europe par l'Ukraine. Donc pendant longtemps, l'Ukraine a été le domaine de peuples nomades ou semi-nomades qui étaient par définition difficiles à contrôler. Alors c'était pour la Perse, pour la Mésopotamie, pour la Grèce, une frange du monde civilisé, avec des peuples très difficiles à contrôler, avec qui on avait des échanges, mais toujours un peu difficiles, et qui pouvaient, ces peuples, se révéler dangereux. Un manque de nourriture ou l'appât de pillage possible pouvait transformer ces peuples en menaces militaires
euh, de temps à autre. Alors, le peuple le plus connu, même s'il ne s'agit pas du premier comme vraiment peuple connu en Ukraine, ce sont les Scythes. Jusqu'à l'époque moderne, en Europe, on a appelé cette région qui va de l'Ukraine un peu plus vers l'est, la Scythie. Ils sont connus essentiellement dans les écrits des peuples qui ont été en contact avec eux, donc c'est-à-dire la Mésopotamie, la Perse, la Grèce, mais aussi récemment par l'archéologie. On a notamment découvert de grands tumuli, un peu comme les kofun japonais, si vous voulez, avec un mobilier, notamment beaucoup de bijoux. Alors, ce qui est amusant, c'est que ces peuples ont laissé dans la mémoire l'image de peuples un peu difficiles à connaître, un peu mystérieux, mystiques, au point que l'on retrouve leur nom dans les heroic fantasy. L'un des films que j'adorais quand j'étais collégien, c'était Conan le Barbare, l'un des premiers, ou voire le premier film un peu connu avec Arnold Schwarzenegger. Et dans Conan le Barbare, Conan était un Cimérien. Et Cimérien, c'était un peuple qui avait précédé les Scythes en Ukraine et qui avait envahi la région entre la Syrie et la Mésopotamie. Un autre film un petit peu dans le même genre, Highlander. Dans Highlander, l'ennemi de MacLeod, joué par Christophe Lambert, on l'appelle le Kurgan. Et Kurgan, en fait, ce sont les noms des tumuli, des tombes des rois de Scythie. C'est un nom qui a été repris un peu pour ça. Alors, les Cimériens et les Scythes, c'était peut-être différents peuples qui se rattachaient par la langue et par les pratiques, par l'économie, par les pratiques culturelles. Mais en tout cas, ils ont constitué un peu un danger à certaines époques pour les empires qui étaient situés au sud. Ils ont notamment envahi la Syrie, la Perse, et ont constitué une sorte de danger aussi pour la Grèce plus au sud pendant un temps assez lointain. Ils étaient connus comme la plupart des peuples nomades pour être de très bons archers. Et d'ailleurs, à Athènes, les policiers étaient souvent des Scythes, parce qu'on confiait la police à des étrangers. Alors, cette région de l'Ukraine est aussi une région connue pour sa frange sud, évidemment, pour le pont Euxin, l'ancien nom de la mer Noire. Les Grecs venaient s'y ravitailler en blé déjà. Athènes était extrêmement dépendante du blé ukrainien, et vous savez que l'absence du blé ukrainien dans les prochains mois va poser un problème de ravitaillement pour beaucoup de pays. Les comptoirs de la mer Noire, d'abord fondés par les Grecs, puis ensuite par les cités italiennes, ont joué un très grand rôle dans les réseaux commerciaux grecs, italiens, etc. Et les terres noires de l'Ukraine qui produisent ce blé sont toujours importantes aujourd'hui. Quand vous voyez un peu une carte différentes cités établies, créées par les Grecs dans l'Antiquité, il y en a beaucoup dans tout le pourtour de la mer Noire, et plusieurs notamment en Ukraine et en Crimée. Alors, l'Ukraine, c'est aussi une autoroute pour les invasions. Alors, les invasions qui souvent étaient un petit peu comme un jeu de flipper ou un jeu de domino, un peuple migrant allait en pousser un autre qui allait en pousser un autre. Cela pouvait venir par le nord, ça venait souvent par l'est, avec des peuples qui pouvaient être de langue iranienne ou plus tard de langue turque, qu'on appelait les Alains, les Sarmates, d'autres venus du nord comme les Goths, et évidemment les fameux Huns dont on a du mal à connaître grand-chose finalement, à part le fait qu'ils ont rempli de terreur tous les peuples autour d'eux. Et c'est par évidemment l'Ukraine, puis en ligne droite jusqu'à la Hongrie, qu'ils se sont répandus et qu'ils ont fondé cette civilisation qui ensuite a influencé l'Europe, fondée sur le cheval. C'est quelque chose dont je ne peux pas parler très longuement, mais la chevalerie européenne est en bonne partie originaire de la cavalerie lourde qui a été fondée par ces peuples, les Alains, les Sarmates notamment. Alors, ces vagues de peuples ont continué jusqu'au Moyen-Âge avec des noms plus ou moins exotiques. Certains ont disparu en tant que peuple et se sont fondés avec d'autres. Certains ont laissé leur nom. Alors, les Avars et les Khazars n'ont pas laissé leur nom d'une façon très, très pérenne, mais par contre, les Bulgares, qui étaient un peuple turc, à la différence du peuple bulgare aujourd'hui qui parle une langue slave,
les Péchénègues ou les Koumans qui ont menacé Constantinople pendant très longtemps, et les Magyars, c'est-à-dire les Hongrois, qui sont parmi les derniers peuples arrivés justement de l'Ukraine et qui ont fondé un royaume dans le centre de l'Europe après avoir terrorisé une bonne partie de l'Europe de l'Ouest. Alors là, c'est une carte qui montre les grandes invasions au 4e, 5e siècle, mais elles vont se poursuivre pendant assez longtemps avec ces mouvements de civilisation, ces mouvements de mi-migration, mi-invasion qui passent en bonne partie d'ailleurs par l'Ukraine, se dirigent soit vers l'Empire d'Orient, vers Constantinople, soit vers l'Europe de l'Ouest, avec notamment Attila. Alors, l'Ukraine va ensuite devenir une matrice. Alors, une matrice parce que, comme je vous l'ai dit, l'Ukraine bénéficie de 3 types de milieux et de 3 types de voies de communication: la mer par le sud, la steppe par l'est et les fleuves par le nord. Alors, les Khazars du sud-est, qui étaient un des derniers peuples nomades arrivés, qui ont été très puissants pendant plusieurs siècles dans la région qui va de l'Ukraine au sud de la Russie, et les Scandinaves, appelés Varegs dans l'est de l'Europe, qui venaient surtout de Suède, ont combattu, se sont plus ou moins mélangés, et un chef Vareg semi-légendaire du nom de Rurik aurait fondé le premier État autour de Novgorod, et ses descendants ensuite sont descendus vers le sud et se sont installés à Kiev. Donc là, vous avez dès le départ une espèce de mélange entre les gens venant de l'Est, ceux venant du Nord, et les peuples slaves qui étaient plus ou moins autochtones, qui étaient venus plus tôt. Donc, la première chose dont on parle, et ça, Vladimir Poutine cherche absolument à capter cette légitimité, l'origine historique du monde russe, c'est évidemment la fameuse Russe de Kiev. Alors, russe, qu'est-ce que ça veut dire à l'origine? On ne sait pas exactement qui les a appelés comme ça, mais c'était un nom qui était utilisé à l'égard des Varegs, c'est-à-dire plutôt des Suédois, en fait, qui était peut-être un nom un peu désagréable parce qu'ils étaient un petit peu rudes, un petit peu violents. Et ça n'est que plusieurs siècles après que petit à petit, ce nom de russe en est venu à désigner les Slaves. Alors, sous Oleg, l'État de la Russe de Kiev est assez fort pour menacer Constantinople. Il va se convertir au christianisme, au christianisme de l'Église grecque orthodoxe. C'est-à-dire que l'Ukraine sera orthodoxe et utilisera l'alphabet cyrillique, ce qui est évidemment une fondation du monde russe dans l'histoire. Donc, c'est le plus ancien État russe connu, et il est le soubassement de la civilisation, évidemment, de la conscience historique russe en général. Alors, la Russe de Kiev, russe, vous voyez, j'ai écrit russe à RU2SE, là c'est une erreur, en fait c'est RUS, s'étendait sur l'Ukraine, la Biélorussie actuelle et la plus grosse partie du monde russe de l'époque. Mais en fait, très rapidement, c'est divisé en principautés, ce qui ne veut pas dire forcément, au contraire de ce qu'on a pensé, qu'il s'agissait d'un déclin, mais peut-être plutôt d'une adaptation à un développement économique, à un développement démographique. Quelque chose qui est intéressant pour nous Français, c'est que la Russe de Kiev nous a donné une reine, Anne de Kiev, qui s'est mariée au roi capétien Henri Ier, et cela a eu pour conséquence que son fils, qui sera le successeur d'Henri Ier, va s'appeler Philippe. Et donc le nom de Philippe, qui est un nom qui a été utilisé par les Capétiens jusqu'au XIXe siècle, est en fait un nom qui est venu de Grèce via l'Ukraine, puisque la dynastie de Kiev prétendait descendre de Philippe de Macédoine, et c'est pour ça qu'ils utilisaient le nom de Philippe. Alors ensuite, il y a une sorte de déclin dont on ne sait pas vraiment à partir de quand il commence. C'est toujours difficile de définir un déclin. Ce qui est sûr, c'est que la Russe de Kiev était très liée à Constantinople, et Constantinople est prise et pillée par les croisés en 1204. Et à cette époque, Moscou n'existe pas encore. Moscou ne va naître qu'en 1276. Ce qui est le plus important, c'est l'invasion mongole. Alors, l'invasion mongole va affecter toute la région, puisque les Mongols sont allés jusqu'à Vienne. Mais la Russe de Kiev était très mal placée, son centre était situé vraiment au cœur de la steppe, qui était vraiment le terrain de jeu préféré des Mongols.
et elle n'a pu évidemment résister à l'invasion de ce qui était la première puissance militaire mondiale à l'époque. Et elle a été envahie à plusieurs reprises, dévastée, et fondamentalement ne s'en est jamais vraiment remise. Et c'est pour ça que le monde russe va petit à petit être décalé plus vers le nord. Alors, un point intéressant, même s'il est un peu anecdotique pour cela, c'est le fait que la peste noire, serait arrivée d'Asie via un comptoir génois en Crimée et serait ensuite passée par les bateaux génois en Europe, c'est-à-dire que la peste serait passée par l'Ukraine. Alors, voilà un petit peu ce qu'était la puissance génoise, puisque les Génois ont suivi un petit peu la tradition des cités grecques pour développer un réseau commercial en mer Égée et en mer Noire, qui était vraiment le centre de son pouvoir. Et à cette époque, d'ailleurs, beaucoup de blé était importé par les Génois, était exporté par les Génois en direction de l'Europe. Moscou va jouer un rôle un petit peu difficile, un petit peu trouble ici, puisque Moscou doit sa survie en bonne partie à une forme d'alliance avec les Mongols. Moscou va d'abord plier au lieu de résister. Les descendants d'Alexandre Nevski vont établir une espèce de lien de vassalité avec les Mongols dans cette région que l'on va appeler ensuite la Moscovie, puisque c'est la cité de Moscou qui va unifier la région de ce qui sera appelé plus tard la Russie. Alors, ce qui est intéressant dans la Russie, c'est que la Russie est évidemment officiellement héritière de la Russe de Kiev, orthodoxie, alphabet cyrillique, toutes ces choses-là, mais en même temps, elle est aussi héritière de l'Empire mongol, dont elle a pris beaucoup de choses, et notamment certaines traditions politiques, notamment cette habitude d'aimer beaucoup les hommes forts, qui n'est pas sans lien avec le monde politique mongol avec qui la Russie est restée en relation. La Russie autour de Moscou est restée en relation pendant plusieurs siècles. Alors, on a parlé pendant très longtemps de Moscovie, puisque la Russie était un terme générique beaucoup plus large, un peu comme le terme Allemagne, si vous voulez, et recouvrait un grand nombre d'États. Alors, la Russie de Moscou va d'abord plier devant les Mongols, puis ensuite, elle va unifier des régions de plus en plus étendues. Mais si Moscou va connaître un si grand succès, ça n'est pas seulement en raison d'une puissance militaire qu'elle va bâtir étape par étape, c'est aussi, et peut-être surtout, parce qu'elle va capter la légitimité de ce qui est important dans le monde russe. C'est d'abord l'héritage byzantin. Ivan III revendique pour Moscou le rang de troisième Rome grâce à son mariage avec la nièce du dernier empereur byzantin, Zoé Paléologue. Et Moscou va, après la prise de Constantinople par les Ottomans, va prendre cette place de centre du monde orthodoxe, en tout cas va y prétendre. Son fils, en 1547, Ivan IV, resté sous le nom de Terrible, prend pour la première fois le titre de tsar. C'est-à-dire tsar, c'est César. Donc là aussi, c'est de la titulature byzantine, puisque les Byzantins ne se sont jamais appelés eux-mêmes Byzantins. Ils se considéraient comme des Romains. C'était l'Empire romain d'Orient. Moscou devient officiellement l'Empire de Russie seulement en 1721, avec ici évidemment une volonté hégémonique sur tous les peuples russes ou supposés-tels. Alors, la Moscovie de 1300 à 1598 va s'étendre petit à petit en se battant contre les héritiers de l'Empire mongol à l'est, ce que les Russes appelaient évidemment et qu'on appelle toujours les Tatars, et avec leurs voisins à l'ouest, les Polonais, ou au nord, les Suédois, pour petit à petit s'étendre, mais c'est une histoire assez longue. Et la Moscovie a été pendant très longtemps réduite à une région autour de Moscou.
L'Ukraine est à cette époque au carrefour des empires. C'est une région assez stratégique. Il y a l'Empire ottoman au sud, qui notamment domine est à la tête du sud de l'Ukraine actuelle, y compris la Crimée. La Lituanie et la Pologne à l'ouest-nord-ouest. Il y aura l'Autriche un peu plus tard à l'ouest, la Suède, la Russie. Et elle est notamment l'objet d'une rivalité qui va structurer son histoire, celle entre le royaume de Pologne-Lituanie, parce que la Pologne et la Lituanie par mariage vont s'unir, et évidemment la Moscovie qui prendra le nom de Russie. Elle est alors coupée à cette époque en deux, puisqu'avant que la Russie devienne la grande puissance de la région, il s'agissait plutôt d'une rivalité entre la Pologne-Lituanie, l'Empire d'Autriche, les Habsbourg et les Ottomans au sud. Alors, vous voyez une carte ici de ce qu'était la Pologne-Lituanie, ce qu'on appelait la République de Pologne-Lituanie. République n'a pas le sens de république au sens actuel, évidemment. Et vous voyez donc que le sud de l'Ukraine actuelle est dominé par les Ottomans et le reste par la Pologne-Lituanie. Elle a d'abord été conquise par la Lituanie, en fait. Et la Pologne-Lituanie va être l'une des grandes puissances européennes jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Et l'Ukraine, à l'époque, va émerger un petit peu dans le cadre de cette rivalité entre les Ottomans, les Polonais et les Russes. De là vont naître un phénomène assez intéressant pour l'histoire de cette région, c'est les fameux Cosaques. Les Cosaques qu'on appelait Zaporogues, ce sont les premiers Cosaques. Il s'agissait de gens qui étaient allés s'installer dans la steppe, qui était un peu difficile à utiliser par manque d'eau à l'époque pour fuir la domination des seigneurs terriens, lituaniens et polonais, et qui, pour se battre contre les raids des Tatars, vont adopter leur mode de vie, c'est-à-dire un mode de vie fondé fondamentalement, un mode de vie nomade ou semi-nomade, fondé sur l'utilisation du cheval. Et donc, c'est de là que vont naître les Cosaques. Alors, les Zaporogues, c'est très intéressant parce que quand vous regardez ce que disent les Ukrainiens, les Zaporogues jouent un petit peu le rôle d'origine de la nation ukrainienne. Ils jouent un rôle de résistance et ils constituent un petit peu l'ambition, le début d'une conscience nationale. Ils ont notamment fondé la première assemblée, la Rada, qui est infiniment plus ancienne que la tradition parlementaire russe qui, elle, ne verra le jour qu'au tout début du XXe siècle. Et cette Rada est toujours le nom utilisé par l'Assemblée nationale ukrainienne aujourd'hui. Alors, la mémoire cosaque joue toujours un rôle important avec des familles originaires de la noblesse zaporogue, avec des gens qui se réclament de cet héritage, et avec un accent très très fort basé sur la liberté, car les Zaporogues avaient fondé leur principauté par une volonté d'échapper à la domination de la noblesse polonaise, comme je vous ai dit. Donc il s'agit à l'époque avant tout d'un problème polonais. Les Russes de Moscovie n'arrivent que plus tard. Alors, l'image qu'on a gardée des Cosaques, c'est notamment ce tableau de Répine de 1891 qui parle de quelque chose qui est effectivement qui a existé. C'est les Cosaques Zaporogues qui écrivent une lettre au sultan de Turquie, au sultan de l'Empire ottoman, qui leur avait demandé de se soumettre, et où ils l'insultent copieusement en le traitant de Belzébuth avec des cornes, etc., avec un langage très, très fleuri. Et voilà, donc il y a un petit peu cette image exotique des Cosaques qui sera reprise dans un film de 1962 tiré du roman de Gogol, Taras Bulba, où on voit Yul Brynner qui correspond exactement à ça, hein, avec cette tenue un peu exotique et ce côté très bravache, je dirais franc du collier, très franc, et puis qui aime la liberté, hein, vraiment des cavaliers qui aiment courir dans la steppe. Alors, les Zaporogues essayent de se rendre plus ou moins autonomes de la Pologne. Ils auraient pu être plus ou moins intégrés à la Pologne, mais ça ne se passe pas très, très bien. Et pour essayer de conserver leur autonomie, ils font appel à la Russie. Et c'est là que les choses vont se gâter,
Lechman, c'était en fait celui qui était à la tête des Cosaques Zaporogues, hein. Bogdan Khmelnytsky demande, fait appel à la Moscovie pour les protéger contre les Polonais. Alors, ça, c'est en 1654. Ensuite, ils s'apercevront finalement que les Russes ne respectent pas leurs traités, ne respectent pas leur autonomie. Ils vont essayer de revenir vers les Polonais. Ils vont être un peu l'enjeu d'une lutte et finalement, ils perdront leur indépendance au bout du compte. Il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi les premiers massacres de Juifs. Parce qu'évidemment, c'est intéressant de voir aujourd'hui que le président ukrainien est juif, parce que pendant très longtemps, évidemment, l'Ukraine a été le théâtre d'un antisémitisme assez ancien. Et c'est dû au fait, j'en parlerai un peu plus tard, que l'Ukraine a connu de très, très grandes communautés juives à une époque où les Juifs étaient notamment protégés par le roi de Pologne. Une autre chose, peut-être, qui va semer le glas de cette volonté d'autonomie ukrainienne pendant un certain temps, ce sont en fait les partages de la Pologne. Et pas seulement ça, puisque une partie de l'Ukraine avait été intégrée à l'Empire russe, mais tout l'est de la Pologne était encore formé de l'actuelle Biélorussie et de l'ouest de l'Ukraine actuelle. Et entre 1772 et 1795, la Pologne va être partagée par la Prusse, la Russie et l'Autriche à 3 reprises. Et le territoire polonais ou polono-lituanien va disparaître en tant qu'État. La seule partie de l'Ukraine qui va rester en dehors, la plus grosse partie de l'Ukraine qui va rester en dehors de l'Empire russe est située autour de Lviv ou Lvov. Elle a plusieurs noms, puisque la partie polonaise qui a été annexée par l'Autriche, qu'on appelait Ruthénie autrefois, va être soumise à un régime beaucoup moins sévère que ce qui était le cas en Russie. Et encore aujourd'hui, Lvov est un peu, ou Lviv, pour le dire en ukrainien, est un peu le centre d'une conscience nationale ukrainienne qui se veut non russe. Alors, les partages de la Pologne, vous les voyez ici, donc à 3 reprises. Et donc, au bout du compte, cette disparition de l'État polonais et le fait qu'à part une petite partie, la plus grosse partie de l'Ukraine devient véritablement russe, à part une frange à l'ouest. Alors, l'Ukraine est considérée comme une marge par les Russes depuis assez longtemps, et c'est de là que vient le nom d'Ukraine. Alors, le nom d'Ukraine signifie donc marge, pays frontalier, alors que pour la Russe de Kiev autrefois, c'était plutôt la Moscovie qui était une marge. Quelle est l'histoire de l'Ukraine après avoir été partagée de cette façon, alors qu'elle n'a pas d'État, hein, l'État des Cosaques Zaporogues n'a pas vraiment vu le jour. Il y a un début de conscience nationale ukrainienne quand même au XIXe siècle, comme dans beaucoup de nations en Europe qui n'ont pas leur propre État. La plupart des locuteurs ukrainiens à l'époque, c'est ce que l'on voit aussi dans beaucoup de régions en Europe, sont plutôt des paysans, alors que les élites parlent plutôt la langue du pays dominant, hein, comme beaucoup de Tchèques parlaient allemand ou de Bretons dès le Moyen-Âge parlaient français dans les villes. Et comme beaucoup de peuples d'Europe centrale et d'Europe de l'Ouest, mais pas seulement, évidemment, il y a la Norvège, l'Irlande, etc., il va avoir une certaine envie de réhabiliter cette langue ukrainienne qui n'est pas tout à fait qui est assez proche du russe, mais qui n'est pas le russe. Les langues slaves, il y a une intercompréhension, mais pas suffisante pour en faire des langues, pour en faire une seule langue. Évidemment, c'est cet enjeu, est-ce que l'ukrainien est une langue, est-ce que l'ukrainien est un dialecte? Alors, les 2 personnages importants pour la conscience nationale ukrainienne au XIXe siècle sont 2 auteurs, puisque l'Ukraine n'a pas d'indépendance. Il y a d'abord Taras Shevchenko, qui est de langue ukrainienne et qui a été forcé à devenir soldat et avec interdiction d'écrire pendant la plus grande partie de sa vie, puisque l'État russe n'acceptait pas que la langue ukrainienne soit utilisée, notamment par les milieux cultivés. Et Nicolas Gogol, qui, lui, est d'expression russe,
mais qui est un peu le Walter Scott des Ukrainiens, notamment à travers la nouvelle Taras Bulba, qui qui aide à entretenir un petit peu cette légende des Cosaques Zaporog. Tout au cours du 19e siècle, en Russie, la Russie est partagée entre deux tendances, et c'est toujours le cas aujourd'hui, une tendance occidentaliste et une tendance qu'on a appelée slavophile au 19e siècle. La slavophilie va petit à petit se muter en panslavisme, avec une volonté de l'Empire russe de se placer à la tête du monde slave, pas seulement du monde russe, mais du monde slave en règle générale. Et évidemment, cette volonté entre un petit peu en compétition avec la volonté de certains Ukrainiens d'avoir une certaine forme d'autonomie culturelle. Cela aboutit à une forme de russification forcée, puisqu'en 1863, les publications en ukrainien sont tout bonnement interdites. Cela fait que la langue ukrainienne, les recherches sur l'histoire ukrainienne, par exemple, vont essentiellement continuer dans la partie austro-hongroise à l'époque de l'Ukraine, mais beaucoup plus difficilement dans la partie russe. Chose importante aussi dont il faut parler, c'est le monde ashkénaze. Le monde ashkénaze, c'est celui des Juifs d'Europe qui ont migré d'abord d'Angleterre, puis de France, puis d'Allemagne, de plus en plus vers l'Europe de l'Est, et qui ont été protégés par la Pologne. La Pologne de l'époque, c'est-à-dire qui s'étendait aussi sur la Biélorussie et une grande partie de l'Ukraine. Ce qui fait que la plus grosse partie des Juifs d'Europe vont se concentrer dans une frange qui va des pays baltes jusqu'à la mer Noire. Et avec les annexions russes, le tsar va interdire que les Juifs viennent en Russie proprement dite. Et donc, ils vont être maintenus dans l'ouest de l'Empire, c'est-à-dire en Biélorussie, en Ukraine et puis dans les pays baltes actuels. Alors, quelle est l'origine des Ashkénazes? Est-ce qu'ils viennent tous de l'Europe de l'Ouest? Non. Il y a aussi une thèse selon laquelle ils auraient été des Khazars, c'est-à-dire un peuple nomade qui vivait dans l'Ukraine actuelle, qui se sont convertis au judaïsme. Ça, on le sait. Peut-être que c'est un mélange. C'est assez difficile à dire, mais en tout cas, une culture originale va naître, fondée sur le rabbinisme et sur la langue yiddish. Alors, pourquoi ces Juifs vivaient dans cette partie de l'Europe? C'est finalement parce qu'ils y étaient mieux que dans la partie occidentale. Donc, vous voyez, c'est une migration des Juifs, notamment vers la Pologne de l'époque, vers l'Europe de l'Est. Pour les Ashkénazes, les Séfarades, eux, vont plutôt migrer depuis l'Espagne dans le bassin méditerranéen. Les discriminations arrivent très, très tôt. Ce sont des discriminations religieuses à l'origine qui expliquent pourquoi beaucoup de Juifs vont ensuite jouer un grand rôle dans les mouvements révolutionnaires. Ça se fonde essentiellement sur un phénomène historique qu'on appelle les pogroms. Et les pogroms, c'est quoi? C'est qu'à la mort d'Alexandre II, on a accusé les Juifs, notamment Alexandre III, son fils, d'être responsables. C'était un phénomène de bouc émissaire. La police politique qui a juste été créée justement au lendemain de l'assassinat d'Alexandre II va répandre des rumeurs comme quoi les Juifs auraient empoisonné des puits, fait des sacrifices rituels à l'encontre de chrétiens, etc. etc. On crée des massacres, des émeutes soi-disant spontanées, mais évidemment c'était organisé. Alors ces pogroms vont être organisés en plusieurs vagues. Ils vont jusqu'à la Première Guerre mondiale au moins provoquer la mort de 60 000 personnes et surtout la migration d'au moins déjà 600 000 Juifs en direction de l'Europe, mais surtout des États-Unis. Donc la plus grande partie du monde juif américain est en fait une conséquence de ces pogroms russes, de l'Empire russe, qui vont avoir un destin funeste. Un historien américain qui s'appelle Timothy Snyder, qui est vraiment pour moi l'un des grands historiens du monde actuel, a étudié cette région qui est entre la Russie actuelle et l'Allemagne, qui regroupe les États baltes, la Pologne, la Biélorussie, l'Ukraine, la Roumanie, etc.
et sous un titre terrible qui s'appelle Terre de sang. Pourquoi? Parce que cette région, entre la Première Guerre mondiale, entre le début de la Première Guerre mondiale, voire même un peu avant, et la fin de la Seconde Guerre mondiale, va être le théâtre de tueries à un niveau qu'on n'avait jamais vu avant. Avec les pogroms avant et pendant la Révolution russe, la Première Guerre mondiale, la Révolution russe et la guerre civile russe, la découlakisation et les purges staliniennes, la Shoah évidemment, la reconquête soviétique et de nouvelles purges. Donc il s'agit vraiment de rouleaux compresseurs qui passent d'un côté, qui vont de l'Allemagne et de l'Autriche, puis qui viennent de Russie, puis qui viennent encore de l'Allemagne, et qui se sont faits aux dépens des populations locales. On pense par exemple que la Biélorussie, la moitié de la population biélorusse à cette époque a été soit déplacée, soit exterminée. Et l'Ukraine, c'est à peu près, c'est probablement le même ordre de grandeur. Alors, ce livre de Timothy Snyder, qui a été traduit très rapidement en français, vraiment, je vous le conseille, mais il faut avoir le cœur un peu bien accroché. On pense vraiment avoir lu des choses terribles quand on arrive, quand on passe sur la période stalinienne, et puis ensuite, évidemment, c'est l'arrivée des nazis, et c'est pire encore. Mais c'est vraiment quelque chose qui nous permet de voir l'histoire, pas seulement à l'intérieur des États-nations, mais à l'intérieur de pays qui n'ont pas d'État, mais qui existent vraiment et qui sont vraiment des objets de l'histoire, mais pas des sujets, qui n'arrivent pas à prendre leur indépendance et qui sont un peu victimes des puissances autour d'elles. Alors, cette Ukraine va être tiraillée. La fin de l'Empire russe voit une Ukraine qui est tiraillée. Sa partie ouest est annexée par la Pologne, à la suite d'une guerre entre la Pologne et l'URSS. Pendant la guerre civile russe, il y a les armées blanches qui combattent les rouges et qui en profitent pour commettre des pogroms encore pires que les pogroms précédents. Les Allemands qui cherchent à détacher l'Ukraine et qui essaient de mettre en place un État client. Les rouges et les anarchistes, les bolcheviks et les anarchistes qui se battent. Et un mouvement indépendantiste ukrainien autour de Petliura qui essaye de créer une indépendance, d'obtenir l'indépendance pour l'Ukraine, et qui va finalement échouer, puisque l'Ukraine va être de nouveau partagée entre la Pologne et surtout l'URSS. Alors l'Ukraine est donc partagée. De 1919 à 1921, la Pologne et l'URSS s'affrontent. La Pologne veut, puisqu'elle avait perdu son indépendance jusqu'à la Première Guerre mondiale, elle veut recréer la Grande Pologne et donc refuse ce qu'on appelait la ligne Curzon, comme on dit en français, c'est Curzon, évidemment, c'était un anglais qui suivait les lignes plus ou moins linguistiques, notamment qui séparaient les Polonais des Ukrainiens et des Biélorusses. La Pologne refuse, et c'est une des raisons d'ailleurs de la guerre avec l'URSS. Finalement, la Pologne obtient plus ou moins gain de cause, avec notamment l'aide de la France. Le général de Gaulle, d'ailleurs, a été conseiller militaire pour l'armée polonaise à l'époque. Et finalement, l'Ukraine va de nouveau être partagée entre ces deux pays. Au sein de l'URSS, l'Ukraine va bénéficier pour la première fois d'une certaine autonomie administrative et culturelle, mais pour pas très longtemps. Alors voilà donc la nouvelle Pologne créée après ce conflit avec l'URSS, et donc cette partie orientale de la Pologne qui s'étend sur la Lituanie, la Biélorussie et une partie de la Biélorussie, une partie de l'Ukraine actuelle. Alors, vient ensuite évidemment Staline. Alors, le phénomène Staline est très intéressant puisqu'il détestait, il a tellement été violent avec les Ukrainiens qu'on en est arrivé à penser qu'il y avait une forme de racisme à l'encontre des Ukrainiens. Il y a toujours un petit peu ce sentiment chez certains Russes, même si Staline à l'origine n'est pas russe, mais il a fait sien le nationalisme russe, une forme d'agressivité à l'encontre des Ukrainiens, puisque les Ukrainiens passent leur temps à dire « Ah oui, oui, nous sommes proches de vous, mais nous ne sommes pas comme vous, nous sommes un peu différents ». Alors l'Ukraine voit ses paysans résister farouchement à la collectivisation, et va arriver ce qu'on appelait l'élimination des koulaks, que les bolcheviks considèrent comme des propriétaires oppresseurs, mais qui étaient généralement de petits paysans pour la plus grande partie. C'est à l'origine d'au moins 2 millions de déportations et de 600 000 morts au moins. Ces déportés vont eux-mêmes être envoyés en Sibérie, au Kazakhstan. Une bonne partie d'entre eux va mourir dans des conditions difficiles, sans aide, et être victimes de purges encore un peu plus tard. Et il y a évidemment, lié à cela, le fameux l'épisode le plus triste qu'on appelle Holodomor,
qui est une famine provoquée sciemment par Staline de 1932 à 1933, qui aurait peut-être provoqué la mort de 5 millions de paysans ukrainiens. Bon, ce crime de masse par la faim constitue un pilier de la conscience nationale ukrainienne aujourd'hui. Et d'ailleurs, il a été euh, qualifié par le juriste Raphaël Lemkin, qui est lui-même un juif d'origine biélorusse, de génocide. C'est lui qui a créé le concept de génocide après la Seconde Guerre mondiale. Pour lui, ça rentre tout à fait dans ce schéma. Alors, il s'agit d'un enfer stalinien pour l'Ukraine à l'époque, la découlakisation. La seule région qui n'était pas sous l'emprise stalinienne va être conquise par les Soviétiques au moment où les Soviétiques envahissent la Pologne en 1939, et notamment la seule partie qui n'avait jamais été dominée par les Russes, autour de la ville de Lviv. Alors, Lviv en ukrainien, Lvov en russe, où je crois que c'est à peu près Lvov aussi en polonais, mais je crois qu'il y a un W après le L, et Lemberg en allemand, puisque c'était aussi une ville austro-hongroise. Et la terreur stalinienne est tellement féroce à l'encontre des Ukrainiens qu'évidemment, il y a cette histoire de racisme dont je vous ai parlé, mais il y a aussi une terreur absolue qui va amener certains Ukrainiens à finalement accueillir les nazis en libérateurs. Le 22 juin 1941, Staline envahit l'URSS et l'Ukraine va devenir un champ de bataille important. Non seulement parce que l'Ukraine, avec ses plaines, se prête très bien à l'utilisation des chars d'assaut, mais aussi et surtout parce que c'est une source de blé très très importante pour le fameux espace vital que Hitler voulait bâtir. Alors, outre les combats, l'Ukraine va être le théâtre de deux événements particulièrement dramatiques. Premièrement, évidemment, le fait qu'il y ait beaucoup de juifs fait que l'Ukraine va être la région la plus touchée par les massacres, et le ralliement de certains Ukrainiens aux Allemands par antisoviétisme, ou parfois peut-être par opportunisme ou par antisémitisme aussi. L'Ukraine est avec la Biélorussie et les États baltes, un des grands théâtres de ce qu'on a appelé la Shoah par balle. C'est-à-dire maintenant, on sait bien que la Shoah n'a pas été uniquement provoquée, uniquement créée par les camps d'extermination, mais aussi par les massacres, par ce qu'on appelait les Einsatzgruppen, qui étaient en fait des groupes de militaires, de policiers, il y avait des douaniers, il y avait un peu de tout le monde, hein, puisque les Allemands manquaient d'hommes, qui nettoyaient le front derrière l'armée allemande, nettoyaient des juifs évidemment et des membres du Parti communiste. Alors, deux faits importants: une partie de ces massacres sont commis par des supplétifs, souvent ukrainiens. D'ailleurs, ces Ukrainiens seront utilisés lors de la répression, lors de l'attaque contre le Vercors en 1944 en France. Et les deux plus grands massacres par balle de juifs ont lieu, et pas seulement de juifs, mais de tziganes aussi évidemment, à Babi Yar près de Kiev et à Odessa. Odessa qui est attaquée en ce moment. Alors évidemment est née cette image en Russie de collaborateurs. Les Allemands effectivement ont recruté des Ukrainiens pour faire le sale boulot, c'est-à-dire pour garder les camps de concentration, pour tuer les Juifs quand ils n'avaient pas assez d'hommes ou quand ils pensaient que les Allemands étaient soumis à trop de stress. Mais aussi pour former de véritables unités combattantes avec plusieurs divisions formées d'Ukrainiens, de Biélorusses, de Baltes, voire même de Russes de Russie. Alors, l'Ukraine va être unifiée sous le giron soviétique après la guerre. Pour cela, la Pologne va être déplacée de l'ouest vers l'est, donc tous les territoires qui étaient peuplés en partie d'Ukrainiens vont être annexés par l'URSS, et la Pologne va recevoir en échange la partie orientale de l'Allemagne. En 1954, c'est un événement dont parle toujours Vladimir Poutine, la Crimée est donnée à la Russie, par la Russie à l'Ukraine. À l'époque, c'est un don à l'intérieur d'un même pays. C'est un symbole à l'occasion du 100e anniversaire de la bataille de Sébastopol, qui a opposé l'Empire russe à la France, l'Empire ottoman et le Royaume-Uni, et aussi parce qu'on pense que la Crimée avait besoin de l'Ukraine pour son approvisionnement, notamment en électricité à l'époque. Donc, pour l'Ukraine, l'arrière-pays ukrainien pour la Crimée, pardon, l'arrière-pays ukrainien est absolument nécessaire.
Atomes et indépendance, le dernier événement très, très important dans l'histoire de l'URSS avant sa disparition et l'indépendance de l'Ukraine, c'est évidemment Tchernobyl, qui a lieu en Ukraine, très près de la Biélorussie, assez près de Kiev d'ailleurs, et qui est une des principales raisons de la disparition enfin, une des raisons directes, on va dire, de la décomposition de l'URSS, même si évidemment il y a des raisons plus profondes. En 1991, l'URSS disparaît et l'Ukraine déclare son indépendance. Se pose alors le problème des armes nucléaires, puisqu'une bonne partie des armes nucléaires soviétiques étaient entreposées en Ukraine. Et là viennent évidemment deux problèmes, l'OTAN et les armes nucléaires. Le risque de voir l'Ukraine rejoindre le camp occidental, et notamment l'OTAN, est évidemment quelque chose qui existe dans l'esprit des dirigeants soviétiques de l'époque. Le statut des armes nucléaires basées en Ukraine, évidemment, aussi. Concernant l'OTAN, les promesses verbales qui ont plus ou moins existé étaient faites à l'égard d'une URSS qui existait déjà, alors que tous les pays qui ont eu leur indépendance ensuite, ex-république de l'URSS et pays d'Europe de l'Est, n'étaient pas encore indépendants, sans qu'il y ait vraiment de traité. Donc c'est une promesse qui est assez fragile, on va dire. En revanche, en 1994, il y a eu un traité en bonne et due forme signé par la Russie et les pays occidentaux qui a décidé du transfert des armes nucléaires ukrainiennes à la Russie en échange d'une protection de l'Ukraine en cas d'agression. Et c'est évidemment le principal point qui pose problème pour les Ukrainiens aujourd'hui, puisque finalement, on ne les protège pas, on n'est pas en mesure vraiment de les protéger. Alors ensuite, évidemment, il y a l'UE, l'Union européenne. Il y a l'UE, il y a… excusez-moi, il me semble qu'il y a un problème de son. Est-ce que vous m'entendez bien ou est-ce qu'il s'agit seulement d'une personne? Excusez-moi, Pierre, vous m'entendez? Non, ça marche, semble-t-il. D'accord. Alors, oui, les chercheurs sur la Shoah ont pu le constater, la mémoire de la Seconde Guerre mondiale et l'identité séparent un peu l'Ouest qui est ukrainophone de l'Est qui est plutôt russophone. La question d'une adhésion à l'UE s'est posée, voire même à l'OTAN, et elle a fait monter petit à petit les pressions russes à un moment, petit à petit, quand on a vu que c'était quelque chose qui risquait de devenir une réalité. Pourquoi la Russie s'est sentie menacée? Est-ce qu'il s'agit vraiment d'une menace de l'OTAN? Personnellement, je n'y crois pas du tout. En revanche, il s'agit du danger de voir un modèle démocratique se répandre. C'est le cas en Ukraine, c'est le cas évidemment dans les États baltes plus tôt, c'est le cas en Géorgie, et il y avait un danger que ce soit le cas en Biélorussie, voire en Russie elle-même. En 2014, une révolte populaire chasse le président pro-russe Yanukovych et voit l'arrivée au pouvoir d'une coalition de différents groupes politiques, plus ou moins pro-adhésion à l'UE, voire à l'OTAN. La Russie ayant perdu son pari, puisque Poutine avait menacé les Ukrainiens au cas où ils adhéreraient à l'UE, finalement, ce qui se passe, c'est l'annexion de la Crimée. La Crimée est annexée. Ce n'est pas du tout un mouvement populaire à l'époque. On voit des soldats arriver sans un signe russe sur les uniformes. Il s'agissait bien de soldats russes. Et un réforme est organisé, mais sous occupation militaire. La Crimée devient le premier État, la première modification de frontières importantes depuis la Seconde Guerre mondiale et la première annexion surtout. Alors, la Crimée est-elle russe? Ça, c'est évidemment un problème qui est très important. À partir de quand? En fait, elle a commencé à faire partie de l'Empire russe en 1792, puisqu'elle était ottomane avant. Elle était certes ottomane, je vois qu'une heure se sont écoulées, donc j'accélère. Elle était certes ottomane, mais en même temps, il s'agissait d'un État vassal de l'Empire ottoman qui était peuplé par les Tatars. Alors, les Tatars ont été déportés à l'époque de la Seconde Guerre mondiale parce que Staline avait peur qu'ils ne soient pas fidèles. Ont été déportés de Crimée avec interdiction de revenir en Crimée jusqu'à la fin de l'URSS. Donc, une petite partie d'entre eux est revenue en Crimée après 1991, mais ils sont aujourd'hui minoritaires dans leur propre pays. Et donc, les Tatars sont notamment fermement opposés à l'annexion
russes de la Crimée. Donc ça, c'est un problème. Ils sont certes minoritaires, mais il s'agit quand même de la population qui était là avant l'annexion. Pour ce qui est en tout cas de cette guerre qui se déroule devant nos yeux, je vais en parler très rapidement. Pour Poutine, Poutine voulait croire qu'il s'agirait d'une balade militaire. L'Ukraine n'existant pas, les Ukrainiens ne sauraient résister à leur grande sœur russe. Et les russophones, en plus, les accueilleraient à bras ouverts, voire se lèveraient contre le pouvoir de Kiev. En fait, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Les russophones résistent de la même façon que les autres. Et là, on a peut-être devant nos yeux la naissance d'une véritable nation, puisque souvent les nations, c'est peut-être un peu malheureux, mais naissent un peu dans le sang, dans le combat qui lie pour obtenir une indépendance. Donc, l'Ukraine existe-t-elle? La question pour Poutine, évidemment, c'est qu'elle n'existe pas, puisqu'ils sont russophones ou ils parlent ukrainien, et pour lui, l'ukrainien, ce n'est pas vraiment une vraie langue, c'est un dialecte. En fait, Poutine a une conception qui est bismarckienne de la nation. Bismarck avait annexé la Moselle et l'Alsace sous prétexte que ses habitants parlaient des dialectes allemands. Or, les Alsaciens parlaient des dialectes allemands, certes, mais ils se sentaient profondément français au moment de l'annexion allemande. Les Ukrainiens sont-ils des nazis? Bon, j'ai à peu près répondu. Oui, il y a des néo-nazis en Ukraine, je dirais comme partout dans le monde. Ils ont été assez actifs au moment d'Euromaïdan. Ils ont envoyé des milices dans le Donbass, mais aujourd'hui, ils n'ont pas un seul député. Finalement, ils sont beaucoup moins influents que l'extrême droite en France. Pour Poutine, l'histoire, c'est une arme de destruction massive. Ce que je veux dire, c'est que depuis l'Antiquité, l'histoire a toujours joué un rôle de légitimation des États et de leur politique. C'est vraiment ce qui rend la pratique de l'histoire difficile par les historiens eux-mêmes. Au XIXe siècle, les historiens russes insistent sur la continuité entre la Russe de Kiev et l'Empire russe, tout en niant les particularismes locaux, ukrainiens, biélorusses et autres. Les historiens ukrainiens qui vivaient surtout dans la partie austro-hongroise, là où ils avaient un peu plus de liberté d'expression, voyaient évidemment les choses différemment. Poutine a un problème avec l'histoire. Il lui accorde une importance primordiale. Poutine est infiniment plus cultivé en matière historique que le sont la plupart des dirigeants occidentaux. Cela lui donne une forme d'avantage, puisque les arguments qu'il utilise sont difficiles à contrer par d'autres arguments historiques, à moins justement de connaître l'histoire. Poutine utilise les arguments historiques comme autant de missiles. Les bolcheviks auraient créé l'Ukraine. Il est vrai que les bolcheviks avaient accordé une forme d'autonomie et avaient fait de l'Ukraine une république au sein de l'URSS. En revanche, Staline et les Russes auraient sauvé le monde des nazis. Donc les nazis ukrainiens qui menaceraient l'existence de la Russie, cela justifierait évidemment une guerre d'autodéfense. Il y a un fond de vérité là-dedans, mais qui est évidemment très fortement extrapolé, déformé et utilisé à des fins politiques. Alors, et l'avenir, pour terminer, je vous le dis tout de go, personnellement, en tant qu'historien, je me refuse à parler de l'avenir plus qu'en vagues hypothèses et je me méfie énormément des scénarios. Et comme la plupart des gens, y compris même des Ukrainiens, je ne croyais pas que Poutine lancerait une invasion totale de l'Ukraine. En tout cas, Poutine a pris le risque d'une invasion de grande envergure. L'Ukraine résiste depuis plusieurs semaines, et ce, dans l'ensemble du pays, ce qui prouve en fait son existence. Une chose est sûre, l'Europe et le monde ne seront plus jamais les mêmes, puisque là, nous avons le retour à un monde qui est pré-guerre froide. On parlait de nouvelle guerre froide, mais là, ça n'est plus la guerre froide, puisque pendant la guerre froide, l'URSS était extrêmement prudente. Outre l'Ukraine, c'est l'UE qui prend conscience d'elle-même, l'Union européenne et du monde, et ces pays membres comprennent enfin que leur destin est lié et qu'ils ne peuvent pas continuer, pour dire d'une façon provocante, d'être des bisounours. D'ailleurs, l'évolution de l'opinion allemande est tout à fait intéressante à ce niveau. Pour en savoir plus très rapidement, vous avez 4 émissions du cours de l'histoire sur France Culture qui parlent évidemment beaucoup mieux que je ne peux le faire de l'histoire de l'Ukraine avec de vrais spécialistes. On peut conseiller les ouvrages d'Hélène Carrère d'Ancos, mais en faisant attention, puisque comme elle a son statut,
d'icône, d'historienne de la Russie en France, elle a tendance à être un petit peu tirée par les médias qui lui font lancer des prévisions qui, évidemment, s'avèrent généralement fausses. Elle était absolument sûre que Poutine n'attaquerait pas l'Ukraine. C'est pas un problème en tant que tel, puisque la plupart des gens pensaient comme ça, mais il faut faire quand même un peu attention. Vous avez d'autres auteurs qui sont peut-être un peu plus spécialistes de l'Ukraine, et notamment ceux qui ont parlé sur France Culture, hein. Je vous ai mis quelques noms ici, avec avec un certain nombre d'ouvrages qui sont très intéressants sur l'Ukraine et ses rapports évidemment avec la Russie. Pour le cinéma, évidemment, le premier film célèbre dans l'histoire du cinéma qui se déroule en Ukraine, c'est à Odessa, c'est le cuirassé Potemkin en 1925. Pour se distraire sur une image très, très cocasse, très, très exotique des Cosaques Zaporog, vous avez Taras Bulba, qui est très, très proche de Gogol en 1962 avec Yul Brynner et Tony Curtis. Vous avez en 1993, plus intéressant, beaucoup plus un film qui est vraiment historique, de Robert Enrico Van d'Est, sur l'armée du général blanc Maurice Myslowski qui a fui au Liechtenstein en 1945 et au sein duquel il y avait beaucoup d'Ukrainiens. Et on voit notamment dans ce film les réactions de peur qu'ont les soldats quand ils voient les voitures de l'ambassade, d'une ambassade soviétique qui arrivent. Et puis en 2019, vous avez la série Tchernobyl, qui elle aussi est très intéressante sur le phénomène qui va mener finalement à la disparition de l'URSS, même s'il ne s'agit pas vraiment d'histoire de l'Ukraine en tant que telle. Je vous remercie de votre attention. J'ai dépassé un peu. Vous avez mon site que vous pouvez consulter, ma page Facebook et Twitter. Et voilà, je pense que peut-être qu'il y a certaines questions, donc je vous en prie, je serais ravi d'y répondre. Merci beaucoup. Franck, merci beaucoup. En tout cas, c'était passionnant, un petit peu dépassé, mais c'est pas grave, on a le temps. Et puis, je vois que tout le monde est encore là et passionné pour t'écouter. Les questions-réponses sont ouvertes, n'hésitez pas. Vous avez les petits onglets questions-réponses et discussions pour poser toutes les questions que vous souhaitez à Franck. Oui, alors là, je vois deux questions. La première d'un de mes étudiants d'ailleurs, qui me pose une question sur la question évidemment du génocide ukrainien qui n'est pas reconnu par l'ONU. Ça, je pense que vous avez la réponse dans votre question. Avec l'URSS qui appartient au Conseil de sécurité, et maintenant c'est la Russie, c'était tout à fait impossible pour des raisons politiques d'avoir un génocide orchestré par la Russie, par l'URSS, pardon, reconnu comme génocide. Donc évidemment, il y a toujours la question des crimes de guerre commis par les Alliés. Vous savez, le massacre de Katyn, hein, les officiers polonais, et tout ce qui a été fait pour détruire l'élite polonaise n'a pas été non plus considéré comme un crime du côté soviétique, alors que ça l'a été du côté allemand. Donc ça, évidemment, c'est la réelle politique, comme aurait dit Bismarck, hein. C'est dommage, mais ce n'est pas parce que l'ONU ne reconnaît pas un génocide que le génocide n'existe pas, évidemment. Alors, une deuxième question. Vladimir Poutine ne cache pas sa vision particulière de l'Ukraine. Oui, alors l'Ouest cherche à diviser le monde russophone. Oui, évidemment, il y a des rapports de force, mais Vladimir Poutine passe son temps à diviser le monde occidental aussi. Comment dire, c'est de bonne guerre. Oui, est-ce qu'on peut essayer de contrer la propagation de cette lecture alternative de l'histoire? Oui, peut-être. Le problème, c'est que les peuples occidentaux ont tendance un peu à ne plus, alors je parle un peu pour ma chapelle, à ne plus beaucoup recourir aux historiens. Dans les médias, on ne voit quasiment que des politistes aujourd'hui qui ont tendance à parler d'aujourd'hui et surtout du futur en lançant des prévisions, hein, qui évidemment sont presque toujours fausses. Je suis un peu polémique à ce niveau-là parce que c'est quelque chose qui m'agace énormément. Poutine a l'avantage, évidemment, de proposer, lui, une lecture de l'histoire qui est une lecture étatique. En même temps, en Occident, il ne faut surtout pas qu'on tombe dans le piège non plus d'avoir une vision officielle de l'histoire, hein. Il n'y a pas de vision officielle de l'histoire.
Ce que dit Poutine n'est pas forcément faux, et qu'il y a eu des Ukrainiens qui ont commis des crimes, oui, évidemment. La Russie n'a pas tort sur toute la ligne, et la Russie en tout cas non, évidemment. Et puis surtout, Poutine, ce n'est pas la Russie, si vous voulez. Donc on peut critiquer ce que fait Poutine et surtout éviter de tomber dans une vision anti-russe. Donc vous savez, les Ukrainiens et les Russes sont quand même assez proches culturellement. Ils ont en partie une histoire commune, même si elle peut être douloureuse, et beaucoup de familles, y compris Gorbatchev, qui a une femme ukrainienne, si je ne me trompe pas. Brejnev, celui qui était le dirigeant de l'URSS quand j'étais enfant, était ukrainien, par exemple. Hein. Donc, c'est difficile d'avoir une vision officielle, mais évidemment, il y a des recherches sur ces choses-là. Donc, il faut essayer de contrer avec de véritables arguments, même si, évidemment, il faut éviter de tomber dans le piège d'utiliser l'histoire comme un moyen de guerre, comme le fait Poutine. C'est la difficulté, à mon avis. Oui, les PowerPoint, oui, évidemment. Je les mets sur mon site. Je mets aussi sur la page Academia. Je vais rajouter mon adresse email. Je peux le donner aussi de cette façon. Même mes PowerPoint sont publics. Hein, donc, aucun problème, je vous le donnerai. Comment les analystes japonais se positionnent-ils? Ça, c'est une bonne question. Il y a quelques spécialistes de la Russie au Japon, mais les Japonais, ce qui les intéresse quand même le plus, c'est évidemment les questions russes qui touchent à l'Extrême-Orient. Donc, tout ce qui est Ukraine, pour eux, c'est un peu lointain. Les spécialistes, qu'ils soient historiens ou politistes, n'ont pas une vision très différente de la nôtre. Vous avez aussi des politiques, hein, des politiciens ou des journalistes ou certains intellectuels qui ont aussi un discours pro-Poutine, donc il n'y a pas beaucoup de différence, soit par attirance pour un homme fort, pour le modèle autoritaire russe, soit par anti-américanisme. Hein. On voit ces deux choses-là en France, mais aussi au Japon. Hein. Donc vous avez certains nationalistes japonais qui sont pro-américains et d'autres qui sont anti-américains, et dans ce cas-là, ils sont parfois pro-russes. Mais évidemment, la question paraît un peu lointaine pour les Japonais qui voient ça d'un peu loin. Les bataillons Azov, oui, ça c'est évidemment un peu la tarte à la crème, même si ça n'est pas faux, puisqu'il y a évidemment ces mouvements néo-nazis en Ukraine qui évidemment ont une histoire, comme je vous ai dit, hein, puisqu'il y a des Ukrainiens. Il y a d'abord des Ukrainiens, mais pas seulement des Ukrainiens, des Russes, et beaucoup de gens de l'ancien empire russe qui étaient venus se réfugier en Europe au moment de la révolution russe pour lutter contre l'URSS. Donc il y avait aussi des Russes, si vous voulez, pas seulement des Ukrainiens. Hein. Et des Baltes aussi, qui se sont battus avec les Russes pour de mauvaises raisons. Au bout du compte, ils ont eu tort, mais au départ, ce n'était pas forcément une mauvaise raison. Ils l'ont fait, au moins pour certains, par sincérité. Alors, vous avez des néo-nazis, mais vous avez des néo-nazis aussi en Russie. Par exemple, celui qui est à la tête des brigades du bataillon Wagner a des tatouages, des croix gammées partout sur son corps, donc ce n'est pas particulier. En revanche, ils sont très, très bien organisés. Il y a une espèce de slavisme anti-russe. Je me rappelle, en 2014, il y avait des nationalistes ukrainiens qui justifiaient leur action en disant que les Russes n'étaient pas des Slaves. Les vrais Slaves, c'est nous. Les Russes ne sont pas des Slaves. Évidemment, dans ce cas-là, on dit que ce sont des Asiatiques. Et le bataillon Azov, oui, ces néo-nazis ont ce bataillon qui est parti se battre dans le Donbass. Maintenant, ce n'est pas parce que vous avez quelques extrémistes qui vont se battre contre les Russes, contre certains autonomistes qui sont eux-mêmes téléguidés de Moscou, il faut éviter que, à mon avis, l'arbre ne cache pas la forêt, si vous voulez. Ils existent, mais de là à faire de l'Ukraine un pays comme ça, c'est un petit peu gênant. Vous avez des pays où les néo-nazis sont extrêmement forts, extrêmement bien organisés, en Amérique du Sud, aux États-Unis maintenant. Vous en avez en Allemagne, évidemment. Dans ce cas-là, on peut parfaitement dire que les Allemands sont néo-nazis, mais évidemment, ça serait une exagération. Donc, ils existent, mais de là à en faire une expression du peuple ukrainien, ça me semble très exagéré. Oui, alors le soutien qu'on était censé apporter aux Ukrainiens, peut-être qu'il a été donné d'une façon un peu légère. À l'époque, c'était la Russie de Yeltsin. La Russie a été quand même démocratique pendant une bonne dizaine d'années, malgré tous les problèmes qu'il y avait. Hein, la démocratie n'est jamais parfaite.
les États occidentaux ne pensaient pas, personne ne pensait que la Russie redeviendrait un État autoritaire et surtout un État qui s'en prendrait à ses voisins. Quand Poutine est arrivé, bon, Poutine était assez gentil avec les Occidentaux au début, hein. Donc, évidemment, on ne peut pas respecter si nous essayons de respecter cet accord, nous avons la Troisième Guerre mondiale. Donc, voilà. Malheureusement, c'est un traité qu'on essaye, à mon avis, que les pays occidentaux essaient de respecter en aidant les Ukrainiens à se protéger. Mais je ne vois pas vraiment d'autres solutions pour le moment. Alors, les romans à conseiller, je ne suis pas vraiment un spécialiste, mais vraiment, il y a, semble-t-il, beaucoup de très bons auteurs ukrainiens à lire, mais surtout, il y a Taras Shevchenko. Je me souviens que quand j'étais étudiant et que j'avais entendu parler de Shevchenko, parce que j'avais un professeur à l'université de Rennes qui nous avait fait un très bon cours sur la Russie, sur l'Empire russe. Et probablement qu'il existe encore, un square Taras Shevchenko juste à côté de l'église de Saint-Germain, de Saint-Germain, hein, sur le boulevard Saint-Germain. Donc, c'est probablement l'auteur à lire. Et puis Gogol, même si Gogol, dans ses écrits, essaye de rattacher quand même le monde des Cosaques au monde russe, hein. Il n'est pas du tout séparatiste. Les aspects économiques, oui, vous avez raison. On n'a pas beaucoup pour en parler. J'ai pas eu le temps vraiment d'en parler. Et puis quand j'ai toujours tendance à beaucoup parler de questions sur lesquelles je me sens un peu plus confortable. Religieux, évidemment, puisque un des grands enjeux, évidemment, c'est le problème religieux, puisque l'orthodoxie russe s'est développée avec Kiev en son centre. Et pour les Russes, toujours aujourd'hui, Kiev, c'est vraiment le centre religieux par excellence. Mais la Moscovie a cherché à capter cet héritage. Et avec l'annexion de l'Ukraine, c'est Moscou qui a mis la main sur l'organisation religieuse. Mais il y a quelques années, l'Église orthodoxe russe, pas la totalité, parce qu'il y a eu un schisme, une partie de l'Église orthodoxe ukrainienne s'est séparée de l'Église russe pour se rattacher de nouveau, comme autrefois, à Constantinople. Et il y a aussi en Ukraine des uniates, c'est-à-dire des gens de rite orthodoxe, mais qui, notamment à l'époque polonaise, se sont rattachés à l'Église romaine. Donc, et puis, il y a aussi des Tatars musulmans, etc. Donc, c'est un peu compliqué. Bulgakov, évidemment, oui, ça, c'est l'auteur qu'il faut lire. La Garde blanche, d'ailleurs, ça m'a même été adapté à la BBC d'une façon absolument extraordinaire. Oui, merci pour ces détails, hein. Pour ce qui est évidemment de la guerre, la guerre civile russe, il y a beaucoup de choses à dire. La Chine a préparé l'invasion de Taïwan, mais face à la réaction contre la Russie, la Chine a-t-elle abandonné ce projet? Bah, personne ne le sait, évidemment. Non, la Chine, quand même, à mon sens, mais évidemment, je vais me tromper, je vais certainement me tromper. La grande différence entre la Russie, le pouvoir russe et le pouvoir chinois, c'est que le pouvoir chinois a bâti sa légitimité sur la croissance économique. Si jamais la Chine, par l'annexion de Taïwan, provoque, parce que là, ça sera vraiment une crise économique mondiale, puisqu'on sera obligé de recourir à des sanctions qui, là, seront vraiment très, très, avec des conséquences absolument énormes. Pour le pouvoir chinois, ça peut être un peu dangereux. Donc, je pense que c'est ça qui fait que la Chine est très, très prudente, hein. La Chine garde, je ne sais pas si la Chine a vraiment envie d'envahir Taïwan ou si elle a envie de continuer de prétendre que Taïwan n'est pas indépendante. Peut-être que quand elle verra une occasion, elle le fera, mais ça, personne ne peut le dire, hein. C'est le futur, ça. Oui, Bandera. Non, excusez-moi, je connais, je suis pas vraiment au fait de cette question-là, hein. L'immigration forcée russophone en Russie qui collabore le narratif de Poutine, bah oui, oui, mais ça, bon, bah, moi, j'ai pensé aussi à son nom ne revient pas à celui qui est un peu son âme damnée au Kremlin, qui lui sert de comment, quel est son Medinsky ou quelque chose comme ça,
qui aussi lui donne beaucoup d'idées. Oui, donc évidemment, Poutine ne tire pas tout ça de sa propre cervelle. Moldavie, problème très important, la Moldavie, puisque vous savez qu'une partie de la Moldavie est peuplée de Russes qui réclament leur autonomie et probablement rattachement à la Russie. Euh, Au cas où Odessa tomberait, ou peut-être même avant, parce qu'Odessa risque d'être encerclée, il risquerait d'y avoir un rattachement entre cette province de Transnistrie qui veut se rattacher à la Russie et l'armée russe et la Moldavie. C'est un problème très important dans le futur puisqu'elle est peuplée en partie de Moldaves qui sont en fait qui parlent roumain et de Russes. Et c'est probablement une des bombes à retardement que Poutine pourrait utiliser à l'encontre de l'Union européenne, puisque la Moldavie est située vraiment tout près de l'Union européenne et que c'est un problème très important pour la Roumanie voisine. Oui, le site, comme j'ai expliqué tout à l'heure. A-t-on l'équivalent de la suppression de RT France au Japon? Non, mais bon, il y a pas, je ne pense pas qu'il y ait d'équivalent. Hein. Je ne sais pas si quelqu'un peut me contredire. La Russie n'a pas vraiment fait de grands efforts de propagande en direction de la Russie, à part l'ambassadeur russe récemment. C'est peut-être lié au fait que le Japon n'a pas un rôle très important dans la politique internationale, en dehors peut-être un petit peu aujourd'hui quand même de l'Asie orientale et du Pacifique. Donc, il n'y a pas vraiment l'équivalent, même si l'ambassadeur russe, et même si les Russes possèdent des canaux avec certains politiciens pro-russes, il y a Suzuki Mineo par exemple, il y a la famille Hatoyama, il y a quelques personnes comme ça. Oui. La guerre actuelle est une guerre ethnique? C'est une bonne question. Qu'est-ce qu'une ethnie? C'est toujours le même problème. Une ethnie, c'est aussi une construction historique, si vous voulez. Si vous pensez que les Russes, c'est une ethnie, je dirais que dans ce cas-là, évidemment que non, finalement, puisqu'on voit, on voit que les Russes, considérés comme Russes ethniques, essayent de résister à l'armée russe aussi. Donc, non, je ne pense pas. Poutine aurait voulu en faire une guerre ethnique, puisque là, ça aurait prouvé le bien fondé de ce qu'il disait. Et à la limite, peut-être qu'il aurait été content seulement de rattacher le tiers de l'Ukraine, notamment la rive gauche du Dniepr, à la Fédération de Russie. Mais là, on voit bien que ça n'est pas le cas et on voit bien que l'Ukraine, c'est pas seulement c'est pas une ethnie. Il y a des Ukrainiens qui parlent ukrainien, il y a des Russes qui ne parlent pas ukrainien, mais qui se battent avec les Ukrainiens et qui se considèrent aussi comme ukrainiens. Ils ont le russe comme lingua franca. Il y a des minorités hongroises, tatares, etc. Et une nation, je pense que l'Ukraine correspond assez bien à la définition qu'avait Ernest Renan d'une nation, c'est-à-dire la définition qui est plutôt française, qui est française plutôt qu'allemande, c'est-à-dire qu'une nation, c'est l'envie d'appartenir à une nation. Et là, à mon avis, les Ukrainiens ont montré à Poutine qu'il avait tort, en tout cas pour le moment. D'autres conflits en Asie, on verra bien. En Asie, on verra bien. On va voir comment ça va rebondir. Mais à mon avis, si la Russie paye très cher la note, je ne suis pas sûr que la Chine ou la Corée du Nord aient envie de suivre l'exemple. Alors, ce n'est pas les îles Sakhalines pour le Japon. Hein, c'est ce qu'on appelle les Ropolyodo, c'est les territoires du Nord. Alors, souvent, on parle des Kourils, c'est aussi une erreur. Les Kourils ont été Sakhaline, c'est la partie sud de Sakhaline, et les Kourils ont été annexés par l'Union soviétique à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et ça, les Japonais ont accepté l'annexion. L'annexion que les Japonais n'ont pas acceptée, c'est ce qu'ils appellent les Ropolyodo, les territoires du Nord, qui sont deux îles et deux tout petits archipels qui, pour les Japonais, ne font pas partie des îles Kouril, mais font partie de Hokkaido. Hein, donc, c'est pour ça que les Japonais n'admettent pas cette annexion. Alors, le Japon, est-ce qu'il veut récupérer ces îles? Oui, évidemment. Mais vous voyez bien que le pouvoir russe ne l'acceptera jamais. Donc, je ne vois pas les Japonais se lancer en guerre contre un État nucléaire pour récupérer des îles, sur lesquelles, d'ailleurs, en plus, si les Japonais essaient de récupérer ces îles, ils créeraient une nouvelle injustice, puisque les Soviétiques ont expulsé les Japonais de ces îles en 1945, mais là, ça obligerait les Japonais, finalement, soit à expulser, soit à considérer comme étrangers des Russes qui vivent maintenant dans ces îles depuis 3 générations. Donc, je pense que le problème est assez insoluble. Alors,
Oui, l'Ukraine, est-ce que c'est oui, le problème de l'État national? Pourquoi se référer à l'histoire? Bah, l'histoire n'est pas là pour justifier, l'histoire est là pour accepter. Donc, mon mon idée ici est pas de dire que parce que l'Ukraine a une longue histoire, l'Ukraine, doit être un État-nation. C'est pas vraiment ça que je veux dire. Ce que je veux dire ici, c'est que, l'Ukraine a une histoire et ça fait quand même partie d'une nation, hein. Ça, c'est un premier plan. C'est pas suffisant. Le point le plus important, à mon avis, pour dire que l'Ukraine est une nation, c'est qu'elle montre qu'elle est une nation. Elle l'a montré à plusieurs moments. Elle l'a montré avec une volonté d'avoir une véritable, tout au cours du 19e siècle. Elle l'a montré en essayant d'obtenir son indépendance en 1900, au moment de la révolution russe. Elle l'a montré en essayant de continuer de nourrir sa propre culture pendant l'époque soviétique, et puis elle le montre maintenant. Donc évidemment, l'histoire est pas là, elle doit surtout pas être instrumentalisée, hein. Là, il faut faire très attention à ça. Oui, la dépendance allemande au gaz russe, bah, écoutez, moi je suis assez d'accord avec ceux qui disent que c'est en partie lié évidemment au problème de la fermeture des centrales nucléaires, même si ça n'explique pas tout. Il y a quand même un autre point, à mon avis, qui me semble important pour cette dépendance des Russes à l'encontre des Soviétiques, c'est que les Russes, d'ailleurs, de la même façon que les Japonais, les Russes et les Japonais sont des pays vaincus et en plus des pays qui ont vraiment créé un très très gros problème avec la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu de nombreux procès pour crimes de guerre à l'encontre des Allemands et des Japonais. Il y a Nuremberg et Tokyo, mais il y en a eu bien d'autres. Un problème historique qui a continué de se poser jusqu'à aujourd'hui. Et donc les Allemands et les Japonais ont une espèce de peur instinctive de tout ce qui fait la puissance d'un État, c'est-à-dire la puissance militaire, mais aussi la puissance diplomatique en tant que puissance qui peut être un petit peu une politique de force, si vous voulez. Donc les Allemands n'ont pas réussi à comprendre ce qui se passait, à mon avis. Ça, c'est le gros problème. Et c'est peut-être pour ça qu'ils réagissent d'une façon si forte aujourd'hui, c'est que maintenant, ils commencent vraiment à comprendre que le monde a changé. Donc certaines personnes ont dit en Allemagne, et puis évidemment les Français étaient bien contents de le dire, que oh mon Dieu, vous allez vous mettre dans les mains de Poutine, mais les Allemands avaient du mal à imaginer que ça se passerait de cette façon-là. Alors Schröder, un ami de Poutine, oui, ça on le sait. Je ne sais pas si c'est un ami de Poutine, je ne sais pas si Poutine a des amis. Poutine a une personnalité qui me fait un peu penser à Staline, et Staline n'avait certainement pas des amis. D'ailleurs, tous ses amis, il les a tués. Euh, mais en tout cas, Schröder a quand même joué un grand rôle dans ce lien, ce problème du gaz qu'il y a maintenant en Europe, notamment en Allemagne, mais pas seulement, hein. Je crois qu'en Autriche, c'est pire, c'est 100% de la dépendance. Et il a toujours été dans les petits papiers du Kremlin. Donc là, oui, évidemment, il y a un problème assez important avec Schröder. Et vous savez qu'il y a aussi un politicien français assez connu qui est aussi allé émarger au conseil d'administration en Russie. Euh, Étendre les frontières de l'OTAN jusqu'au... Oui, mais il n'y a pas de frontières de l'OTAN. C'est ça le problème. Là, c'est vraiment ce que dit Poutine. L'OTAN n'a pas de frontières. L'OTAN, ce n'est pas un État. L'OTAN, c'est une association de pays qui a été créée à l'origine par peur d'une invasion soviétique. Alors, je ne dis pas que l'OTAN, c'est quelque chose de forcément bien, de forcément gentil. Il y a vraiment un domaine dans lequel l'OTAN a dépassé ses prérogatives et a joué vraiment un rôle négatif dans son image, c'est l'Afghanistan. L'intervention américaine n'aurait pas dû se faire sous le chapeau de l'Afghanistan, parce que l'Afghanistan n'a aucun rapport avec le bien fondé de l'OTAN, avec les traités de l'OTAN. En revanche, le fait que des pays aient voulu intégrer l'OTAN, ce n'est pas une volonté américaine ou française ou britannique. C'est clairement une volonté de certains pays qui n'avaient pas confiance dans l'URSS. C'est le cas notamment des 3 pays baltes qui ont demandé leur indépendance. C'est d'ailleurs ces 3 pays-là qui ont fait exploser l'URSS dès 1989 pratiquement, hein, c'est-à-dire l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, suivis par les autres, y compris un État comme la Pologne, qui est quand même pas un État très, très, très libéral à l'heure actuelle, mais qui compte sur l'OTAN pour sa protection, parce que les Polonais savent ce que signifie quand même le danger russe, si vous voulez, hein.
Donc, cette idée que l'OTAN est à l'origine de l'autoritarisme poutinien, moi, je n'y crois pas du tout. Je pense par contre que c'est un très, très bon prétexte. Et pour un Ukrainien, évidemment, le point de vue de la plupart des Ukrainiens, c'est que si jamais l'Ukraine avait pu intégrer l'OTAN, le problème ne se poserait pas à l'heure actuelle. Au contraire, je dirais même, on a dissuadé l'Ukraine depuis une bonne dizaine d'années d'intégrer l'OTAN pour ne pas fâcher Poutine, pour qu'il ne se sente pas agressé. Et en fait, on aboutit à cette situation. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment inverser les termes. L'OTAN est pas encore une fois, même si l'intervention américaine en Afghanistan était défensive à l'origine, à mon avis, c'est un problème avec l'OTAN, ça a été l'Afghanistan. C'est certainement pas les États de l'Est de l'Europe pour qui je peux parfaitement comprendre qu'ils veuillent intégrer l'OTAN. Si l'URSS était resté démocratique, n'avait pas élu un ancien du KGB à sa tête, n'avait pas rasé Grozny, massacré les Tchétchènes, envahi la Géorgie, l'OTAN n'aurait pas connu autant de succès. Je pense que là, toutes les étapes n'ont fait que renforcer ce désir d'intégration. Et vous voyez que maintenant, vous avez des États dont on ne peut pas soupçonner leur désir de neutralité, qui est quand même, par exemple, la Suède, qui est un État neutre depuis plus de 200 ans. La Finlande, qui a bâti sa position dans le monde sur la neutralisation. Et l'Autriche aussi, hein, qui est restée, qui a retrouvé son indépendance complète après la Seconde Guerre mondiale parce qu'elle est devenue neutre. L'Autriche, pour le moment, on ne parle pas, mais vous avez maintenant les opinions finlandaises et suédoises qui maintenant sont en faveur d'une intégration à l'OTAN. Donc je pense qu'il faut vraiment prendre les choses dans l'autre sens. On se retrouve un peu dans la même situation qu'avec tous ces gens qui trouvaient de bonnes raisons à Hitler d'annexer l'Autriche, d'annexer les régions peuplées d'Allemands en Tchécoslovaquie, voire même d'attaquer la Pologne. Parce qu'il y avait encore des gens qui ont trouvé toutes les bonnes raisons à Hitler d'attaquer la Pologne et qu'en fait la France n'aurait pas dû entrer en guerre contre l'Allemagne pour protéger la Pologne parce que c'était les Polonais qui étaient horribles. Donc je pense que là, on a malheureusement fait preuve un peu d'angélisme parfois. Et je pense que le problème, ce n'est pas vraiment l'OTAN. Malheureusement, l'OTAN, c'est la solution. Ce n'est pas une bonne solution, je suis d'accord avec vous si c'est ce que vous pensez. Je ne pense pas qu'un monde nucléarisé avec des alliances qui se font face, c'est quelque chose de bien. Malheureusement, je ne vois pas d'autre solution pour le moment. Mais ça, c'est mon avis personnel. Une résistance générale de la part de la population ukrainienne à l'invasion russe, y compris de la part de la population russe. Oui. Comment expliquer 8 ans de conflit dans le Donbass? Quand même, ces 2 États dans le Donbass, premièrement, c'est uniquement dans des partis russophones et en plus, c'est quand même avec de l'argent russe, avec des militaires russes, des volontaires russes, etc. Et ces mouvements indépendantistes dans le Donbass sont quand même probablement pas majoritaires. On ne peut pas évidemment faire de sondage d'opinion, mais l'instabilité dans le Donbass a été quand même nourrie. La Crimée, c'est plus difficile à dire, même s'il y a eu un référendum, mais sous occupation quand même. Peut-être qu'en Crimée, effectivement, les Criméens, on sait qu'ils étaient très opposés à une intégration à l'Union européenne. Mais bon, après, évidemment, je ne dis pas que 100% des Ukrainiens veulent résister à la Russie, mais je pense quand même que vous voyez une ville comme Kharkov, hein, qui est vraiment une ville russophone. Vous voyez, ces gens résistent et ils montrent vraiment, à mon avis, que voilà, que le modèle que propose l'État ukrainien est préférable à la Russie. Malgré tous les défauts qu'il a, hein, l'État ukrainien est un État avec beaucoup de corruption, très instable, mais c'est quand même mieux que ce qui se passe en Russie à l'heure actuelle, je pense. L'invasion russe a-t-elle relancé les mouvements militaristes japonais? euh, Non, je ne pense pas, parce que les mouvements militaristes japonais, ce n'est pas très important à l'heure actuelle. Euh, Maintenant, d'un autre côté, le fait que le Japon veuille se protéger, avoir sa propre défense d'une façon autonome par rapport aux États-Unis, je ne sais pas si on peut appeler ça du militarisme. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'au Japon, il va y avoir beaucoup plus de gens qui vont commencer peut-être à ouvrir les yeux. Malheureusement, au Japon, on est séparé entre 2 camps. Vous avez les ultra-conservateurs, voire l'extrême droite, qui est
anti-chinoise, parfois anti-russe, et qui est nostalgique d'un Japon qui avait un empire colonial, hein. Et puis vous avez de l'autre côté une extrême gauche qui voudrait que le Japon, ça soit le Costa Rica, si vous voulez. Mais ces deux positions sont complètement malheureusement irréalistes et ne correspondent pas du tout à l'état de l'opinion. Donc, il est possible que le Japon, effectivement, commence peut-être à revoir les questions militaires d'une façon un peu plus ouverte, même si les tabous gênent un peu cette question. Par exemple, quand vous voyez certaines personnes à l'extrême droite qui disent que le Japon devrait, au minimum, pouvoir utiliser des armes nucléaires prêtées par les Américains, je ne suis pas sûr que ce soit du réalisme ou que ce soit plutôt une volonté de refaire, que ce soit du militarisme, hein, à l'occasion. Je pense que les militaristes au Japon existent, mais que c'est vraiment une partie infime de l'opinion, même s'ils sont très bruyants, très agressifs sur les réseaux sociaux, dans leur camion noir dans la rue. Mais là, bon, on verra bien à l'avenir, mais je ne pense pas que ce soit vraiment un danger de militarisme à l'heure actuelle. Conséquence de la politique de George W. Bush, je ne sais pas, parce que quand vous regardez la chronologie, Poutine soutenait Bush, hein, à l'époque, hein. Évidemment, ça donne des arguments à Poutine pour dire: «Regardez les Américains, ce que vous avez fait en Irak», ce qui est vrai, hein. Ce qui est vrai, ça, c'est indéniable. Mais je pense quand même que les États-Unis ont en bonne partie accepté de reconnaître leur tort, même si ce n'est pas suffisant. Alors, Poutine utilise évidemment, à mon avis, Poutine évidemment utilise ces arguments. Ça, il n'y a pas de doute, oui. Il n'y a pas de doute. Le problème, c'est qu'il y a une différence entre un argument et une véritable raison. Poutine est quelqu'un comment dire, à mon avis, c'est quelqu'un de très pragmatique dans le court terme, qui va utiliser les arguments qui font mal. Il sait très bien, parce qu'il a nourri ça en Russie, mais aussi à l'étranger, qu'il y a un fort sentiment anti-américain, évidemment en Russie, puisqu'il ne cesse de le renforcer, mais aussi dans les pays occidentaux, et qu'il y a aussi un fort sentiment anti-Washington parmi les Américains. De là l'élection de Donald Trump, hein, qui d'une certaine façon, a bâti son élection sur un sentiment anti-État fédéral, si vous voulez. Donc là, c'est évidemment une propagande qui est très, très bien choisie. Elle est très bien choisie, mais elle restera minoritaire. Là, je pense que les premières victimes de la guerre en Ukraine, en France, ce sont les gens qui sont pro-Poutine. Je pense que leur position est à peu près intenable. Ils auront toujours des supporters, ils auront toujours des partisans. Mais ils auront de plus en plus de mal à en trouver de nouveaux, à mon avis. Alors les arguments, oui, oui, je ne dédouane pas, j'ai toujours été opposé à la guerre en Irak et je ne dédouane pas les États-Unis ni aucun autre pays. Encore une fois, je ne voudrais pas que mon exposé donne l'image d'une personne anti-russe. Je suis allé plusieurs fois en Russie, enfin ça c'est anecdotique. J'ai eu des étudiants russes, j'aime beaucoup la Russie. Les Russes sont souvent des gens très agréables, très sympathiques. Je pense qu'il faut évidemment faire une distinction très nette entre la population et le régime. Même si je pense aussi, et je pense également, je pense que certains Ukrainiens ont bien mis le doigt sur le problème, mais Navalny l'a fait aussi, que quand même au bout du compte, c'est la responsabilité des Russes s'ils ont un régime de ce type-là. On est toujours responsable du régime que l'on a, toujours plus ou moins. Même quand vous êtes dans un régime autoritaire, c'est que plus ou moins vous pensez que c'est une moins mauvaise solution qu'autre chose. Donc il y a une responsabilité des Russes derrière cela, mais au bout du compte, il ne faut pas non plus penser que la Russie est par essence un pays dangereux pour les autres, même si évidemment il y a certaines mauvaises habitudes dans l'histoire que l'on voit et qu'il serait bon de voir disparaître. Surtout que ça n'est pas bon pour la Russie du tout, à mon avis. Voilà, je ne sais pas si... Je pense que j'ai répondu à peu près à toutes les questions. Je pense qu'il y a 2 questions pour lesquelles je ne suis vraiment pas compétent, donc je ne peux pas vous répondre. Pour le reste, j'ai essayé de le faire. Évidemment, je ne suis pas spécialiste de la Russie, hein. J'ai fait un exposé en tant qu'historien, c'est quelque chose de très généraliste. Je me suis un peu inspiré du professeur dont je vous avais parlé, qui s'appelait Michel Denis, quand j'étais à l'université de Rennes, qui m'avait fait un des meilleurs cours de toute ma vie sur la Russie, alors qu'il ne parlait pas russe.
Il était allé en URSS à l'époque où c'était à la mode parmi les gens de gauche d'aller en URSS. Donc, il était allé en URSS avec François Furet notamment. Mais il avait fait un des meilleurs cours que j'ai eu de toute ma vie parce que voilà, il avait cette capacité à faire des cours intéressants et à voir les choses d'une façon large. Maintenant, de toute façon, là, vous avez quelques références et puis c'est un problème qu'il va falloir continuer de voir de près. Il y a quand même de bons spécialistes de la Russie en France, malheureusement pas assez. Donc, le russe n'est plus vraiment à la mode depuis la disparition de l'URSS. Donc, évidemment, il faut connaître le russe et les langues slaves d'une façon plus large pour connaître cette partie du monde. Mais probablement qu'avec ce qui se passe aujourd'hui, il va y avoir de nouvelles vocations parce qu'évidemment, connaître ce pays, c'est très, très important pour tous ses voisins, évidemment. Hein. Pour nous, pour les Européens, pour les Japonais, etc. S'il y a d'autres questions, je peux répondre. En tout cas, je vous remercie. Franck, merci beaucoup. C'était absolument passionnant. Comme je le disais au début, la conférence en fait, a été enregistrée et sera disponible sur YouTube. Et puis à tous et à toutes, à toutes et à tous, n'hésitez pas à nous rejoindre, n'hésitez pas à nous contacter. Plaisir de pouvoir vous revoir pour des conférences qu'on espérera aussi passionnantes qu'aujourd'hui. Encore une fois, merci beaucoup Franck. Et puis à la prochaine fois. Désolé, j'avais une nouvelle réponse, mais là, bon, on va vraiment dépasser le temps, donc peut-être pour une autre fois. Bonne soirée. Merci à toutes, merci à tous.